Un accident apparemment banal dans une rue animée peut changer de signification lorsqu'il est observé quelques jours plus tard. Et ce changement révèle souvent plus sur notre relation au destin que nous ne l'imaginons. Beaucoup perçoivent ce type d'événement comme un signe ou un avertissement. Mais le taoïsme le traite comme point initial d'une lecture plus ample du flux naturel. Le destin serait-il un avertissement rigide ou une construction continue de sens? Quand cette question s'installe, elle oblige à réévaluer ce que nous appelons contrôle. Elle expose également comment les jugements immédiats limitent habituellement notre perception. Cet étonnement initial crée un champ fertile pour une investigation minutieuse. Le solstice naît comme une chaîne dédiée à explorer ces intersections entre spiritualité orientale, art et analyse psychologique, offrant des outils conceptuels pour interpréter les expériences quotidiennes avec plus de précision. Cette proposition ne dépend pas de croyances spécifiques, mais d'un intérêt genuin à comprendre les schémas qui traversent différentes traditions humaines. La question du destin est présentée ici comme champ d'étude et non comme réponse finalisée. Beaucoup se sentent prisonniers de significations fixes et cet emprisonnement cognitif génère de l'insécurité face à l'inconnu. L'épisode offre une structure pour analyser les événements à partir de 4 principes taoïstes essentiels. Ces principes fonctionnent comme des cartes interprétatives qui peuvent être appliquées dans des situations réelles, non comme des abstractions lointaines. La proposition est de fournir une compréhension technique suffisante pour permettre des choix plus stables. L'offre de ce contenu est claire. Présenter une méthodologie inspirée du taoïsme pour interpréter les événements quotidiens sans recourir à des jugements absolus. Cette méthodologie est utile pour ceux qui désirent réduire l'anxiété face aux imprévus et élargir la précision interprétative de leurs propres décisions. Le bénéfice immédiat réside dans la reconnaissance que chaque événement possède une valeur encore en formation. Cela change la manière dont nous envisageons pertes, gains et attentes. Les histoires réelles montrent que les interprétations précipitées déforment fréquemment le cours des décisions, et cela produit des effets cumulatifs qui pourraient être évités avec de simples ajustements de perception. C'est pourquoi cet épisode utilise des exemples vérifiables pour illustrer chaque principe présenté. Ces exemples fonctionnent comme point d'ancrage pour le raisonnement et retirent le contenu du champ purement théorique. La présence de ces cas éveille une attention immédiate parce qu'ils reflètent des situations que toute personne a déjà observées. Cette reconnaissance génère une empathie cognitive et rend l'apprentissage plus rapide. En percevant que les schémas se répètent, vous commencez à voir votre propre vie avec plus de netteté. Et cette netteté crée le premier impact transformateur. Beaucoup interprètent des événements essentiels sur la base de lectures incomplètes, et cela affecte directement les choix futurs. Laisser ce type de compréhension pour plus tard signifie maintenir des décisions importantes appuyées sur des fondements fragiles. Le contenu d'aujourd'hui fournit des outils pratiques qui peuvent corriger les distorsions avant qu'elles ne deviennent des habitudes de pensée. Vous percevez rapidement que reporter cette révision interprétative a un coût émotionnel et même stratégique. La vidéo a été pensée pour offrir une clarté qui peut être appliquée immédiatement. Si ce type d'approche a du sens pour vous et si le but d'approfondir lecture, conscience et stabilité interprétative vous intéresse, abonnez-vous à Solstice et laissez votre like pour renforcer la continuité de ce travail. Cette action simple signale à l'algorithme que ce contenu a de la pertinence pour ceux qui recherchent une étude sérieuse et appliquée. L'abonnement vous permet de suivre une ligne de raisonnement construite de manière progressive. Un des récits historiques les plus utiles pour introduire ce thème apparaît dans les registres de 1912, lorsqu'un glissement de terrain soudain a interrompu une expédition scientifique en Asie centrale, altérant complètement le parcours planifié par l'équipe. Les chercheurs ont noté que l'événement semblait initialement être seulement un obstacle logistique. Mais il a été cité à nouveau des mois plus tard parce qu'il a déclenché des découvertes inattendues sur d'anciennes routes commerciales. Cet intervalle entre cause et conséquence a montré, de manière concrète, comment les jugements immédiats ignorent fréquemment les développements ultérieurs. Le récit impressionne parce qu'il a été documenté avec précision et révèle comment la perception initiale de désastre est devenue prémisse pour une avancée académique.
Ce contraste n'est pas utilisé ici comme métaphore, mais comme preuve d'un changement interprétatif dépendant du temps. Il démontre qu'un événement isolé exprime rarement sa véritable portée. Dans le registre de l'expédition, la tension croît quand l'équipe perçoit que le retard provoqué par le glissement de terrain empêchera l'accomplissement du calendrier établi par les financeurs. La possibilité de perdre le soutien institutionnel a transformé l'événement naturel en menace concrète pour la continuité du projet. La pression générée par cette incertitude est décrite dans les lettres échangées entre les chercheurs, où surgissent des doutes sur la valeur de toute l'entreprise. Cette tension documentée est utile ici parce qu'elle montre l'impact psychologique des interprétations hâtives. Elle met également en évidence comment les attentes rigides peuvent déformer la relation avec les faits. L'histoire illustre un scénario où les conclusions surgissent avant l'observation complète. L'analyse de ces récits permet d'observer que l'équipe elle-même a commencé à réorganiser la compréhension de l'événement au fur et à mesure que les semaines avançaient et que de nouvelles informations étaient incorporées. Quand ils ont perçu que le chemin alternatif les mènerait vers des régions peu étudiées, l'évaluation initiale de perte a commencé à se diluer. Ce déplacement cognitif montre que la valeur d'un événement dépend de son insertion dans une séquence de relations, et non de son impact immédiat. Le changement de perspective ne s'est pas produit par optimisme, mais par évidence accumulée. À mesure que l'expédition a suivi des routes inattendues, marteaux, cahiers et instruments ont dû être réorganisés pour un terrain différent. Et ce simple ajustement opérationnel a changé le focus investigatif. Cette situation démontre comment l'inconnu peut offrir une ouverture interprétative au lieu d'une menace. Elle révèle que les données incomplètes exigent une lecture prudente et une observation continue. Le récit montre que l'expérience humaine se déroule fréquemment dans cet espace d'indéfinition. Et c'est dans cet intervalle que le taoïsme localise une grande partie de sa sagesse pratique. Un détail important observé dans les journaux est qu'aucune des grandes découvertes ultérieures ne serait survenue si l'équipe avait insisté pour récupérer le parcours original à tout prix. La tentative de maintenir le plan initial aurait généré une usure inutile et restreint la collecte d'évidences pertinentes. Ce point concret montre la valeur de l'action ajustée au contexte, qui dans le taoïsme est comprise comme Wu Wei. La pratique ne suppose pas la passivité, mais l'adéquation précise à l'environnement en transformation. L'expédition a démontré que l'alignement entre action et circonstances a réduit le conflit interne et amplifié la capacité analytique. L'épisode enregistré par l'équipe scientifique fonctionne comme un laboratoire réel pour analyser comment le destin peut être compris comme processus et non comme structure fixe. Il montre que les jugements initiaux tendent à être superficiels quand ils ne considèrent pas la temporalité et la complexité. Il met également en évidence que la suspension de conclusions rapides n'est pas un geste philosophique abstrait, mais une stratégie fonctionnelle face aux incertitudes. Chaque annotation de l'équipe renforce le besoin d'observer avant de déclarer un sens définitif. Cette méthode n'élimine pas l'inconnu, mais le rend gérable. L'histoire offre une matière claire pour appliquer des concepts qui sont souvent interprétés comme excessivement abstraits. En observant ce processus réel, vous percevez comment les 4 principes taoïstes deviennent opérationnels. Cette perception crée une base solide pour passer au prochain bloc du cours, qui approfondit chaque concept avec précision technique. La continuité de la vidéo permettra d'intégrer ces éléments dans une structure analytique complète. La progression a été pensée pour maintenir la cohérence entre récit et théorie. Et, si ce parcours a du sens, continuez à suivre pour explorer l'analyse détaillée qui vient ensuite. Quand nous analysons les alternatives communes utilisées pour gérer les événements inattendus, nous percevons que beaucoup d'entre elles intensifient le problème au lieu de le réduire. La tentative de contrôle rigide produit généralement des cycles de surveillance excessive qui amplifient l'anxiété et réduisent la clarté cognitive. La recherche immédiate d'explications définitives crée des interprétations forcées qui ignorent des données essentielles encore en formation. La réaction impulsive produit des décisions fragmentées qui compromettent les étapes futures. Ces comportements ont des effets secondaires documentés dans des études sur la surcharge cognitive,
montrant que les réponses hâtives détériorent la précision interprétative. L'histoire de l'expédition exemplifie ce schéma, mais il se répète dans des scénarios quotidiens. Et comprendre ces distorsions est la première étape pour les remplacer par une méthode plus efficace. Une autre stratégie commune qui aggrave le problème est de tenter d'éliminer totalement l'incertitude du scénario. Quand la personne cherche des explications définitives dès le début du processus, elle force des interprétations incomplètes. Cela génère des conclusions rigides, basées sur des fragments qui n'ont pas encore révélé leur réelle signification. L'anxiété pour une clôture cognitive est connue en psychologie comme besoin prématuré de conclusion. Elle conduit à des jugements binaires qui simplifient excessivement des situations complexes. Ce filtre appauvrit la lecture des faits et renforce la sensation de désorientation. Et en renforçant cette sensation, le problème initial s'étend. Une troisième réponse erronée est de croire qu'intensifier l'effort mental produira de la clarté. Le cerveau, dans ce mode, tente de compenser l'incertitude par une hyperactivité interprétative. Cette stratégie produit généralement de la confusion, non de la compréhension. Les recherches sur la surcharge cognitive montrent que l'excès de traitement fragilise la mémoire de travail. Cela signifie que plus nous essayons de penser sans méthode, moins nous pensons avec efficacité. L'attention se disperse dans des hypothèses incompatibles et le raisonnement perd sa hiérarchie. Et ce désordre compromet toute tentative d'action cohérente. Ces trois façons d'affronter les imprévus, impulsion, clôture rapide et hypertraitement, ont quelque chose en commun. Toutes ignorent le facteur temps. La philosophie taoïste souligne qu'aucun événement ne révèle sa signification immédiatement. La science cognitive confirme cette affirmation en montrant que les interprétations initiales sont statistiquement moins précises. La solution, par conséquent, ne réside pas dans l'intensité de la réponse, mais dans la qualité de l'observation. Face à ce scénario, nous avons besoin d'une méthode qui réduise le bruit sans bloquer l'action. C'est à ce point que surgit la pratique que je présenterai ci-après. Et elle fonctionne parce qu'elle réorganise la perception avant tout jugement. Pour remplacer ces schémas, je présente une pratique peu diffusée appelée « analyse d'intervalles cognitifs », utilisée dans des recherches sur la perception temporelle dans des environnements de décision complexes. Elle consiste à diviser mentalement tout événement en trois catégories. Ce qui est déjà un fait, ce qui n'a pas encore de données suffisantes et ce qui n'est que projection. Cette séparation réduit instantanément la confusion parce qu'elle empêche que ces trois couches se mélangent. Quand elles se séparent, le cerveau cesse de traiter l'hypothèse comme vérité et cesse de traiter le sentiment comme donnée. Cela augmente la précision et réduit l'anxiété. Le tri crée une carte claire de l'endroit où existe une information fiable. Et cette carte améliore la capacité d'ajuster l'action au contexte réel. En appliquant le tri cognitif temporel, vous percevez que vous pouvez répondre à l'événement de manière plus alignée à ce qui est prouvé sur le moment. Cela réduit l'impulsivité parce qu'il montre objectivement où il y a encore absence de données. Cela diminue également la dramatisation, car il révèle la limite entre fait et projection. La clarté générée par cette distinction permet d'agir avec sobriété et non par réflexe émotionnel. Avec le temps, la pratique entraîne le cerveau à opérer avec plus de précision dans des environnements incertains. Elle renforce la capacité de suspendre les jugements sans tomber dans la passivité. Et cette combinaison est exactement ce que le taoïsme décrit comme alignement entre action et flux. L'application constante de cette pratique crée un cercle vertueux où les décisions deviennent plus stables parce qu'elles sont prises seulement quand il y a une base suffisante. Le tri réduit les erreurs parce qu'il empêche des conclusions qui ne respectent pas le rythme naturel des événements. Cette méthode n'élimine pas l'imprévu, mais réorganise la manière dont il est perçu. Et cette réorganisation réduit la souffrance inutile. Avec cela, la personne retire le problème du champ émotionnel brut et le replace dans le champ analytique fonctionnel. Ce changement crée une maturité interprétative. Et, si vous voulez consolider cet engagement, commentez la phrase « Je sépare fait, absence de données et projection ».
Le tri cognitif temporel fonctionne parce qu'il désarticule l'habitude automatique d'interpréter les événements comme des unités fermées, permettant à chaque couche d'expérience de révéler son propre rythme de manifestation. Ce processus respecte l'idée taoïste qu'aucun événement n'est complet à l'instant où il se produit. La psychologie cognitive renforce cette notion en démontrant que le cerveau comble les lacunes avec des schémas antérieurs lorsqu'il rencontre une information insuffisante. En séparant fait, absence de données et projection, l'individu interrompt ce remplissage automatique et réduit les distorsions perceptives. Cette interruption crée un espace mental pour observer les nuances sans recourir à des conclusions précipitées. La pratique agit comme un filtre qui organise l'expérience avant l'interprétation. Et cette organisation prépare le terrain pour des décisions plus précises et moins réactives. La psychologie moderne montre que les processus mentaux organisés en catégories claires réduisent la charge cognitive. Le tri temporel réplique le fonctionnement de modèles analytiques utilisés dans la prise de décisions complexes. Il fournit de la stabilité parce qu'il place des limites opérationnelles sur ce qui est interprétable sur le moment. L'esprit cesse d'exiger des réponses que le contexte n'offre pas encore. Cela diminue l'anxiété, car l'anxiété naît du conflit entre le besoin de certitude et l'absence de données. En reconnaissant cette absence comme phase légitime, le conflit se dissout, et la dissolution ouvre un espace pour une perception plus équilibrée. Dans le taoïsme, le destin n'est pas une ligne fixe, mais un enchaînement de relations qui se révèlent graduellement, et le tri cognitif permet de suivre cet enchaînement avec plus de précision. La pratique empêche d'attribuer une valeur définitive à un événement encore en formation. Cela correspond au principe d'indétermination de valeur, qui comprend le sens comme produit d'interaction et non d'évaluation instantanée. La psychologie appelle cette posture retard volontaire de jugement, mécanisme qui améliore l'acuité interprétative. Ce retard n'est pas de la passivité, mais une prudence fonctionnelle face à l'incertitude. Il permet à l'esprit d'observer les tendances émergentes sans les déformer. Et cette habileté améliore les choix parce que chaque décision se met à considérer la dynamique et non la fixité. La pratique révèle également qu'une grande partie de la souffrance surgit du choc entre l'attente et le rythme naturel des événements. Ce choc est réduit quand l'individu comprend que la projection n'est pas un fait et que l'absence de données n'est pas un signe de menace. La distinction réduit la surcharge émotionnelle parce qu'elle ne transforme pas l'incertitude en danger. L'esprit se met à opérer avec des paramètres réels, ce qui favorise la stabilité. Ce type de stabilité n'est pas l'absence d'émotion, mais la capacité de ressentir sans perdre la discrimination cognitive. C'est aussi la capacité d'agir sans rompre la syntonie avec le contexte. Et cette syntonie est le cœur de toutes les traditions qui recherchent l'équilibre. L'étude conjointe entre psychologie, taoïsme et bouddhisme montre qu'interpréter les événements comme processus préserve la liberté interne. Le tri cognitif temporel fonctionne comme un outil qui organise ce processus et le rend applicable au quotidien. Il intègre raison, observation et adaptabilité, créant une base solide pour une interprétation précise. En l'utilisant, vous apprenez à suivre le rythme naturel des faits sans perdre votre capacité d'action. Cette compétence augmente le discernement et réduit la souffrance causée par les interprétations prématurées. Chaque événement devient perçu comme champ d'étude et non comme sentence. Et ce changement compose l'essence de l'analyse que ce cours développe. Et, si vous voulez consolider cet engagement, commentez la phrase « J'observe avant de conclure ». En arrivant à ce point de l'analyse, il devient inévitable de se demander si ce que nous appelons destin est réellement quelque chose que nous rencontrons ou quelque chose que nous composons à mesure que nous apprenons à observer. Cette question reste ouverte parce qu'elle accompagne la nature changeante des événements et honore l'incertitude comme partie légitime de l'expérience. Le parcours de ce cours a offert des outils pour voir cette mutabilité sans perdre la stabilité interne. La pratique du tri temporel a rendu visible que la clarté ne surgit pas de réponses rapides, mais d'une observation continue. La philosophie taoïste suggère que ce qui ne se ferme pas est ce qui enseigne le plus. Cet enseignement n'impose pas de conclusion, mais invite à une présence attentive.
Et cette présence est ce qui permet que la connaissance s'intègre réellement. L'épiphanie, ici, n'est pas une énigme, mais la constatation qu'interpréter les événements comme processus élargit la liberté de choix. Quand nous abandonnons la prétention de contrôler tous les rythmes, l'esprit devient plus précis et le corps plus disponible à ce qui se produit. Cet état naît de la simplicité cultivée et non de la complexité forcée. La synthèse poétique de ce mouvement peut être formulée ainsi. Quand l'esprit repose, le chemin apparaît. Cette phrase ne pointe pas vers le mysticisme, mais vers une forme concrète d'attention. Elle traduit le bénéfice d'avoir suivi le cours jusqu'ici avec une curiosité disciplinée. Et elle offre une clé discrète pour une contemplation ultérieure. La non-conclusion, inspirée du modèle zen, rappelle qu'aucune compréhension ne finalise totalement ce qui est vivant. Les idées présentées ne concluent pas le thème, elles éclairent seulement une couche supplémentaire du processus. La vie continuera à offrir des événements qui défient les interprétations fixes. Chacun d'eux pourra être revisité avec les outils étudiés, sans hâte pour des réponses définitives. L'ouverture maintenue fait partie de la pratique. La pratique maintenue fait partie de l'ouverture. Et ce dialogue interne se poursuit même lorsque la vidéo se termine. Le bénéfice réel de cette étude se manifeste quand nous percevons que l'observation soigneuse produit plus de stabilité que n'importe quelle certitude prématurée. Chaque principe discuté trouve une application discrète, mais puissante, dans le quotidien. L'esprit apprend à travailler avec la réalité au lieu d'essayer de la mouler à des attentes rigides. Cet apprentissage réduit l'usure émotionnelle et amplifie le discernement. Il permet également de reconnaître de la valeur là où il n'y avait auparavant que confusion. Ce changement ne se produit pas d'un coup, mais par accumulation d'attention. Et l'attention se renforce à chaque pratique renouvelée. Si vous vous le permettez, vous percevrez que la question initiale sur le destin a changé de texture, non pas parce qu'elle a reçu une réponse finale, mais parce qu'elle a trouvé de nouvelles façons d'être vue. Ce changement interne est ce qui rend l'étude philosophique réellement transformatrice. La philosophie ne devient vivante que lorsqu'elle touche l'expérience directe. Et l'expérience directe ne prend sens que lorsqu'elle est observée sans hâte. Le taoïsme soutient ce mouvement comme alignement naturel entre esprit et contexte. Le bouddhisme renforce cette posture avec la pratique de la vision correcte. Et les deux convergent vers un même axe de simplicité lucide. Ainsi, la clôture de cette réflexion ne cherche pas de conclusion, mais de la continuité. La continuité apparaît quand vous reconnaissez que chaque événement n'est qu'une partie de quelque chose de plus grand qui se révèle encore. Interpréter de cette manière ne réduit pas la responsabilité, mais élargit la conscience. La conscience élargie crée un espace pour des choix plus raffinés. Et des choix raffinés construisent des parcours plus légers. Ce processus retrouve la sérénité là où il y avait auparavant tension. Et la sérénité ouvre le chemin pour une investigation silencieuse. Si quelque chose dans ce contenu a résonné avec votre expérience, partagez dans les commentaires comment vous percevez aujourd'hui la différence entre fait, absence de données et projection. Ce type d'échange renforce l'investigation collective et aide les autres à reconnaître des schémas similaires. Raconter votre vécu est aussi une façon d'approfondir votre propre compréhension. La réflexion silencieuse qui surgit après fait partie du parcours, non de sa fin. Permettez que ces idées continuent à travailler en vous de manière organique. Et, si vous ressentez une affinité avec ce chemin, restez proche des prochaines explorations qui surgiront sur la chaîne.